Bonjour à tous, c'est Sabac pour les cartes sur table. Je vous souhaite une très bonne année 2025 avec plein de bonnes ouvertures de boosters, des showcases, des légendaires et des bons résultats dans vos parties et surtout sur les Store Showdown et les Planetary Qualifiers qui arrivent. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un deck Queenland Vo Starkin Town qui est pas mal joué en tournoi. C'est un deck sur lequel j'avais un petit peu hésité entre le Cat Bane et le Queenland. Donc là, je vais rentrer dans le détail de listes que j'ai croisées et on va vous expliquer tout ça. Mais en attendant, générique. Donc, ce deck Queenland Tarkin Town. Ici, donc, on est sur un leader jaune-blanc, donc héroïque, avec la base Tarkin Town qu'on retrouve dans la plupart des decks maintenant. C'est vraiment là où ECL était la base qui était énormément jouée sur les sets précédents, surtout sur le premier set. Là, sur ce set 3, on retrouve beaucoup de decks qui jouent Tarkin Town. On va être sur de la disruption de main, donc c'est un deck qui est plaisant à jouer. On va dire que c'est le côté un petit peu, c'est le côté héroïque en opposition avec le deck Cat Bane que on vous avait présenté il y a quelques temps. Alors le leader, Queenland Vos, c'est un leader qui se déploie à 5. Déployer, c'est une 3-7, donc c'est quelque chose de plutôt costaud, assez standard. C'est un leader qui ping. Le ping de Queenland est gratuit, contrairement à Vador, et contrairement à Cat Bane, c'est vous qui allez décider de l'unité que vous pouvez pinguer. Tant qu'il n'est pas déployé, la petite difficulté, ça va être de jouer une carte au coup exactement de l'unité que vous voulez pinguer. Donc au tour 1, la plupart du temps, vos adversaires vont jouer des cartes pour 2. Donc vous allez pouvoir, en jouant vous aussi une carte pour 2, les pinguer. Si votre adversaire joue une carte pour 1, même si elle est inférieure, vous pourrez pas pinguer. Il faut être exactement au coup de cette carte. Une fois déployé, donc à 5 ressources, vous pouvez infliger un dégât à chaque fois que vous jouez une unité à une unité adverse qui coûte le même coût que cette carte ou moins. Donc là, vous aurez de la latitude. Si vous jouez une unité pour 5, vous les pingez une unité qui coûte 3, pas de problème. Il y a l'intérêt aussi déployé que je vais pouvoir le faire plusieurs fois dans le tour. Donc si je joue, une fois qu'il est déployé, 3 unités, je vais pouvoir pinguer 3 fois. Donc tour 1, on a ici 14 cartes qui sont jouables au tour 1. Donc vous avez du spatial, le classique A-Wing qu'on connaît bien avec le deck Sabine, ou alors 3 unités terrestres pour 2. Avec le petit plus, c'est de pouvoir jouer l'événement Étincelle de Rébellion qui permet de regarder la main de l'adversaire et de défausser une carte. Donc tour 1, ça peut, quand vous voyez que votre adversaire a en plus eu un petit peu de mal à choisir ce qu'il voulait ressourcer, c'est pas mal à jouer en ouverture. Bon, je vous présente pas forcément le A-Wing et Sabine, qui sont des cartes tout à fait standards, qui sont jouées depuis longtemps, qui vont avoir l'avantage de mettre la pression sur la base assez tôt. Vous avez ensuite Grogu, Grogu qui a 0 d'attaque, mais que vous pouvez incliner pour incliner une unité ennemie, donc ça va vous permettre de temporiser et de gagner du temps assez vite. R2D2, alors c'est la version du 7-3, celui-ci il vous permet de défausser une carte de votre main, vous piochez 3 cartes et vous décidez laquelle vous gardez. Donc c'est pas mal parce que si vous avez une main qui est un petit peu juste, ça va vous permettre de réajuster pour être prêt pour les tours suivants. Dans ce deck, vous allez avoir quelques unités contrebande, donc on voit qu'on va en avoir 7. On va avoir Cassian Andor qu'il faudra toujours jouer de toute façon en contrebande, puisqu'il a l'avantage quand il joue en contrebande de se redresser au moment où vous le jouez. Donc même s'il coûte 3, c'est pas une carte qu'on a envie de jouer au début, c'est plutôt une carte qu'on a envie de déployer plus tard, de jouer plus tard comme finisher. Le DL44 qui est joué dans énormément de decks, qui vous permet d'attaquer directement quand vous l'attachez à une unité. Donc ça aussi, on la jouera jamais de la main, hein, c'est toujours en contrebande qu'on veut l'avoir.
Le Faucon Millennium, c'est le nouveau Faucon. Si vous le jouez de la main, il est en embuscade. Si vous le jouez en contrebande, il l'a pas. Mais ça peut être intéressant d'avoir quelques cartes en contrebande si vous jouez contre d'autres leaders qui vont avoir eux aussi de la destruction de main. On sera content de le trouver. Donc c'est une carte en plus une 5-5 pour 6. C'est plutôt utile. Et si vous l'avez depuis votre main, avec l'embuscade, c'est intéressant. Donc, je disais que le principe de ce deck, c'est de vider la main. Pour ça, on va retrouver quand même pas mal de cartes qui vont permettre soit de vider la main, soit d'empêcher l'adversaire de jouer. Étincelle de rébellion, je vous l'ai présenté, vous regardez simplement la main et vous défaussez la carte que vous n'avez pas envie de voir jouer. Alors, il faut, surtout en début de partie, cherchez pas à défausser une carte qui coûte très cher, qui vous fait peur pour la suite. Essayez de penser plutôt au premier tour. C'est la carte que vous n'avez pas envie de voir sortir le prochain tour ou éventuellement le tour d'après, mais cherchez pas à tout prix à faire défausser un Luc en début de partie, ça n'en vaut pas la peine. Projection de force pour seulement un joueur défausse une carte de sa main, alors par contre c'est lui qui choisit, et on y viendra plus tard, si c'est une unité force, vous allez pouvoir faire des dégâts. K2SO, qui est une carte qui est plutôt faite pour faire du dégât, mais une fois éliminée, vous avez le choix entre soit faire 3 dégâts à la base, soit demander au joueur de défausser une carte. Et bien dans ce deck, on va plutôt être tenté de demander à l'adversaire de défausser. Vous avez aussi Kira. Une fois joué, on regarde la main de l'adversaire, on choisit une carte. Et cette carte, qui n'est pas forcément dans la main, d'ailleurs, vous pouvez très bien décider de donner le nom d'une carte que vous redoutez d'être en contrebande. Vous pouvez très bien penser à une carte qui va peut-être piocher pour le prochain tour. Vous choisissez la carte que vous voulez. Cette carte va coûter 3 de plus pour votre adversaire tant que Kira est sur le board. Donc ça va pas venir défausser une carte de la main, mais ça va empêcher de jouer. Donc c'est pas mal aussi dans le but de ralentir le deck adverse. J'ai indiqué ici épargner la cible qui vous permet de renvoyer dans la main une carte qui vient d'être jouée par votre adversaire. Si elle a une prime, vous collectez la prime, mais en fait on va surtout la jouer pour renvoyer en main une carte qui a été dépensée, sachant qu'en plus l'adversaire a un petit peu moins de choix parce qu'on va pas mal lui enlever des cartes de sa main. Éventuellement, il peut y avoir un surcoût avec Kira, donc c'est pas mal là aussi de le retarder. Pourquoi est-ce que je joue épargner la cible plutôt que Waylay, plutôt que guet-apens parce qu'ici, on va avoir l'icône héroïque. L'icône héroïque qu'on va être content de pouvoir utiliser, vous le verrez par la suite, pour une cause en laquelle je crois. Et puis, il permet de collecter les primes. Alors, il n'y a pas énormément de cartes que vous allez rencontrer avec des primes, mais si vous tombez sur un Dr Evazan qui donne envie d'être tué, mais qui est assez compliqué à tuer, là, vous le remontez en main, vous redressez vos ressources, ou alors l'antagoniste guavien que j'avais proposé dans le deck Cat Bane. Même si depuis il est sorti du deck. Pour ce genre de carte, là aussi, c'est intéressant d'avoir épargné la cible. Les unités force, parce que je vous parlais de projection de force qui demande à l'adversaire de défausser. Si une unité force est sur le board, on va infliger autant de dégâts que le coût de la carte. Donc dans ce deck, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des unités force dès le début de partie avec Grogu qu'on peut jouer tour 1, Ezra qu'on peut jouer tour 2, Quinlan ou Plo Koon qu'on peut jouer à partir du tour 4. Donc vous allez quand même souvent avoir la possibilité de faire cet effet de destruction d'unité en plus de faire défausser une carte. Il n'y a pas énormément d'unités spatiales, hein. On voit qu'on a 10 unités spatiales. Le A-Wing avec son Raid 2, donc, qui fait pas mal de dégâts, mais c'est une carte que vous n'allez pas pouvoir garder longtemps sur le board, parce que là aussi, il y a de plus en plus de decks qui jouent Tarkin Town, donc ça va être compliqué de le faire durer, mais ça permet de mettre un petit peu de pression assez tôt. Le Faucon Millennium, qui a l'avantage d'être joué redressé, donc d'attaquer tout de suite, et évidemment
à la fin du tour, on décide soit il remonte en main, soit on paye une ressource pour pouvoir le laisser sur le board. Donc c'est une carte qui est difficile à tuer pour l'adversaire, qui en plus fait des dégâts au tour où elle est jouée, donc c'est une excellente carte qui est jouée dans beaucoup de decks héroïques. Raid 3, donc une 2-3, avec Raid 1, donc elle attaque à 3, et surtout toutes les autres unités héroïques vont avoir Raid 1. Donc c'est une unité là aussi qui va permettre de mettre la pression. Le Faucon Millennium, je l'ai déjà expliqué aussi, voilà, c'est contrebande, c'est embuscade, c'est donc une carte que vous serez content de trouver un peu plus loin dans la partie. Donc on va revenir sur, on va dire à partir du tour 4, le tour de Queenland. Parce que vous avez ici et Plo Koon et Han Solo qui sont les bonnes unités pour pouvoir tuer le leader adverse. Queenland va se déployer donc tour 4. Si vous jouez à ce moment-là Plo Koon, vous le jouez au même tour. Il a embuscade, c'est une 3-6, donc il va pouvoir survivre. Mais surtout, si vous avez 3 unités sur le board, il aura raid 3, donc il va attaquer à 6. Ce qui veut dire que pour avoir la coordination, il faut juste que vous ayez Queenland déployé et une unité sur le board. Quand vous jouez Plo Koon, ça devient donc une 6-6 avec embuscade. Sachant que c'est une carte qui coûte 5, si le leader adverse est déjà déployé, donc un leader à 5, vous allez pouvoir le pinguer, puis faire l'embuscade. Donc ça va vous permettre de tuer un autre Queenland, ça va vous permettre de tuer un leader qui sort à 5, vous pouvez tous les tuer. Si c'est un leader qui va avoir plus de points de vie ou qui se déploie qu'à 6, vous allez pouvoir, avec Han Solo, faire l'équivalent, puisque c'est une 6-6 avec embuscade. Là aussi, on va pouvoir ping au moment où on le joue, ce qui veut dire que vous allez pouvoir là aussi one-shot un leader. En plus, Han Solo ne prend pas les dégâts s'il arrive à tuer l'adversaire, donc c'est un deck qui vous permet quand même de vous débarrasser assez facilement des leaders adverses. Alors, j'ai parlé de boost de dégâts, on va dire, pour pouvoir taper plus fort sur la base. Attaque surprise, j'en joue 2. Donc, vous connaissez cette carte, elle est là depuis la sortie du jeu, c'est une +3. Donc, on peut évidemment s'en servir pour les unités aussi, mais ça va permettre de faire pas mal de dégâts. Le blaster, le DL44, quand il est joué contrebande, vous avez le +2, vous attaquez directement. Là aussi, ça va être intéressant. Et pour une cause dans laquelle je crois, donc qu'on trouve essentiellement dans le deck Sabine, vous révélez les 4 cartes du dessus du deck, et pour chaque carte héroïque, vous faites un dégât. Sachant qu'on a dans ce deck 43 cartes héroïques, donc moins cette carte que vous êtes en train de jouer, il en reste 42 à piocher, donc vous allez faire au minimum 3 dégâts à la base quand vous le jouez, surtout que vous allez pouvoir replacer les cartes sur le dessus dans l'ordre ou alors en défaussé, ce qui vous permet, si jamais vous en avez un deuxième à jouer, de faire mouche et d'avoir les 4 dégâts directement. Le sideboard. Donc l'idée, c'est surtout si vous jouez face à du bosque bleu, face à des cartes qui sont plutôt hard control, pillage qui vous permet de défausser 2 cartes de la main de l'adversaire, enfin, c'est lui qui choisit. Embrouille, pour 2, vous allez pouvoir incliner une unité et remonter en main les améliorations. Ça, c'est plutôt quelque chose qu'on va vouloir faire sur un Luke avec un sabre Jedi, ou sur un Anakin. Bon, il y a pas mal de sabres maintenant, c'est surtout dans ces conditions qu'on va être content de jouer l'unité. Donc, guet-apens. Donc, vous avez vu que dans le main deck, on joue épargner la cible, mais épargner la cible, ça permet juste de remonter en main une carte adverse. Contre un deck comme Bosque, on va pouvoir vouloir remonter sa propre carte en main. Alors soit pour repinguer si Queenland est déployé, soit pour se débarrasser d'une prime qui aurait été posée. C'est là qu'on va switcher en fait entre le épargner la cible et le guet-apens.
et le chasseur Fang, qui est bien connu, qui là aussi permet de se débarrasser d'un attachement. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on pourra jouer soit contre des unités qui ont des sabres, soit contre un bosque bleu pour se débarrasser des primes. Voilà, donc je vous remonte le deck. Évidemment, vous allez trouver en description la liste directement. Alors, il existe pas mal de versions. Là, on est sur un Queenland avec le module, on va dire un module rebelle. Il y en a qui vont vouloir le jouer avec moins de cartes rebelles, avec un petit peu plus de cartes de contrôle. Euh, voilà, c'est un parti pris. J'ai pris celui qui me plaît le plus à jouer. J'ai fait quelques parties avec. J'en ai croisé pas mal en tournoi et c'est un deck qui est pas évident à battre et surtout qui est extrêmement plaisant à jouer. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous jouez Queenland, si vous jouez des versions différentes ou si vous en avez rencontré un petit peu vos ressentis. Et sur ce, je vous dis à bientôt.